Ça va chez vous? Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre cette émission. J'espère que ça va très bien chez vous. On garde le sourire, on garde bien sûr la bonne humeur, surtout avec l'arrivée des vaccins et en fait des belles températures qu'on a dernièrement. Quant à nous, à l'émission, nous avons avec nous un vieux sage africain. Ce monsieur est avec nous ici au Québec depuis les années 67, imaginez-vous. Ça fait déjà très longtemps qu'il est ici. Je dirais l'un des premiers en fait africains à s'être installé ici. Il nous en parlera de son aventure, une longue aventure très intéressante. Je ne le présente pas parce que pour moi, c'est un artiste, c'est un intellectuel, c'est toute une bibliothèque qui a longuement vécu ici et qui a même assisté en fait à la transformation du Canadien français à Québécois vu par un Africain. Je nomme ici Yaya Diallo qui est avec nous à la télévision ce soir. Bonjour Yaya Diallo, comment ça va? Ça va très bien. Alors, je vous ai présenté à ma manière. Je suis oui. moi-même un spectateur qui vous ai vu, vous, évoluer ici à Montréal. Je suis, comme on dit chez nous, un petit pour vous, un petit frère qui est arrivé beaucoup plus tard. Mais avant d'aller plus loin, j'aime bien poser cette question à nos invités toujours. C'est le concept même de cette émission, afin de permettre au grand public de bien vous découvrir. Qui est Yaya Diallo? Qui êtes-vous? Yaya Diallo. Ça, je ne sais pas. Alors, je suis né au Mali. Alors, le Soudan français, Mali n'existait pas. Donc, j'ai vu de la vieille école. J'ai vécu le temps colonial. Et après, il y a eu des bourses qui ont été données. Juste nous situer très vite pour notre public. Lorsque vous dites le temps colonial, on parle à peu près de quelle époque, de quelle année approximativement? Moi, je suis né en 1946. Alors, le Mali a eu l'indépendance en 1960. Donc, moi, j'ai vécu quand même 10 ans avec les Français qui dirigeaient. Donc, j'ai vu toutes les indépendances. J'ai vu toutes les chansons indépendantes Tcha-Tcha avec les Lumumba, tout ça. Donc, je suis un vieux de la vieille. Alors, je suis arrivé au Québec pour étudier. On m'a envoyé à Polytechnique. Alors, à Polytechnique, ça n'a pas marché parce que je n'étais pas bon en dessin industriel. Donc, je suis allé en chimie. En faisant la chimie, je me suis trouvé que ça ne va pas avec ma vie. Moi, je suis né nomade. Derrière les animaux dans la brousse, puis je me trouve dans un laboratoire entre 4 murs. Ce n'était pas ma vie. Donc, j'ai abandonné la chimie, puis je me suis mis à faire la musique. On me prenait pour un fou, d'ailleurs. Et beaucoup de Québécois pensent que je suis fou, parce qu'on m'a connu, j'étais fou. Parce que quand j'ai abandonné, j'ai travaillé à l'Université de Montréal pour la compagnie Downtown, on faisait les papiers et tout. Du coup, j'abandonne ça. Alors, les Africains ont dit que c'est la magie noire qui a transformé mon cerveau. Tu connais l'Africain, là. Il n'a pas compris que c'était mon âme. C'était mon avenir. Mon destin, ce n'était pas rester dans un laboratoire, à parler à des produits chimiques. Alors, c'est ça. Alors, quand j'ai commencé ça, j'étais presque fou à Montréal. Pas d'amis. J'ai tout perdu. Et un jour, je suis allé à un centre qu'on appelle le centre Montchanin, qui est devenu l'Institut interculturel de Montréal. Alors là, je me suis trouvé dans mon élément. On m'a demandé de parler de l'Afrique. On m'a demandé qui es-tu? C'est quoi ta culture? Pourquoi ils m'ont engagé? Ils m'ont posé la question.
c'est quoi ton objectif dans la vie? Moi, j'ai dit, quand je vais mourir, je vais avoir de grandes funérailles. Ils ont dit quoi? J'ai dit, vous avez bien entendu. Je veux de grandes funérailles. Chez moi, je vis pour avoir de grandes funérailles. Si je fais vie de grandes funérailles, ça veut dire que j'ai vécu dans ma vie. Ils m'ont demandé, c'est bizarre. Automatiquement, ils m'ont engagé. Parce que tout le monde disait, je vais développer mon pays, je vais faire tout. Mais j'ai dit, je vais de grandes funérailles. Alors, c'est comme ça que ça a commencé à Montréal. J'ai commencé des cours de danse, j'ai fait des groupes, j'ai fait des disques à Montréal, j'ai écrit des livres à Montréal. Et de là, il y a une compagnie américaine qui a vu mon travail, puis je suis allé aux États-Unis. Alors, j'ai fait le sud des États-Unis et je continue à faire la musique. J'ai 5 CD sur le marché. Alors, si vous voyez les livres que j'ai écrits, vous voyez, tous ces livres, ça c'est écrit à l'Institut interculturel Montréal. Ça, c'est le premier document que j'ai écrit. Après, j'ai écrit le Healing Drum. Le dernier que je viens de sortir, ça c'est Peace and Tolerance. Parce que quand j'ai vu la guerre dans mon pays et partout en Afrique, je me suis demandé pourquoi je ne créerais pas un livre pour ça, pour parler d'un sujet au moins abstrait. Yaya Diallo, Oui. nous vous avons entendu, nous vous avons très bien écouté. Il y a beaucoup d'éléments que l'on peut dégager par rapport à votre discours. Je voudrais tout d'abord vous ramener un petit peu rapido presto à votre arrivée au Québec. Je pense que ça se situe aux environs des années 67, si je ne m'abuse. Ouais. Pourquoi, tout d'abord, cette période-là, 67, où l'on parle du fait, c'est 7 ans après les indépendances africaines qui ont eu lieu en 60. Vous avez parlé de l'obtention d'une bourse qui vous a emmené ici, mais 67 au Québec, 67, 68, 69, 70, vous étiez là. Il se passe des choses au Québec. Vous, en tant qu'Africain, francophone, jeune Africain qui débarquait justement pour faire des études, c'est quand même un privilège avec une bourse d'études au Québec, à Montréal plus précisément. Vous vivez un changement. Vous vivez en fait un pays, une province qui vit une histoire, qui évolue tranquillement. Qu'avez-vous senti sur place lorsque vous êtes arrivé à cette période-là? Bon, d'abord, je suis un villageois. Quitter même le village et venir à Bamako, ça a été un choc pour moi. Bamako, qui est la capitale du Mali. Oui. Alors, un villageois qui obtient une bourse pour venir au Canada, personne ne croyait. Parce que ça, c'était réservé aux citadins. Alors, on m'a envoyé au Canada. Mais avant, les Africains, les francophones, moi, j'ai eu beaucoup de Congolais, d'amis, comme Paul Kalambi du Congo. J'ai eu beaucoup d'amis. On est arrivés ensemble à la même période. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'en avril, on m'a donné la bourse, puis le général de Gaulle est venu. Il est venu au Québec. Au Québec. Oui. Lui, il a dit, vive le Québec libre. Libre. Il avait parlé de vive le Québec libre au balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Voilà, c'est ce qui a fait beaucoup de bruit. Alors, moi, je n'étais pas concerné. Un villageois à Bamako, il n'était pas concerné parce que je ne pense pas que je serais élu pour venir au Québec. Après, j'entendais parler de l'Expo 67. Alors ça, c'est le voyage que tout le monde voulait. Je n'étais pas impliqué parce que je n'étais même pas concerné. Mais quand j'ai eu la bourse, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc, je me suis trouvé au Québec. Et il y avait, en 1967, selon les recherches, il n'y avait que 2000 Noirs sur l'île de Montréal. Donc, quand tu voyais un Noir, tu étais content. Tu pouvais marcher toute la journée. Et
on nous prenait pour des pachas venus à l'Expo 67. Donc, les étudiants, on ne voyait pas d'Africains étudier. Mais ce que les gens oublient, c'est le premier ministre personne qui a créé le plan Colombo pour accorder des bourses aux pays indépendants. Alors, je me suis trouvé là-dedans. Il y avait beaucoup de Camerounais, puis on s'est retrouvés dans la communauté. Parce qu'avant, on allait en France, on allait ailleurs, aux États-Unis, mais le Canada n'était pas sur la carte pour nous. D'accord. Je vais aller très vite parce que vous savez, la télévision, le temps passe très très vite. On parle des années 67, vous parlez de l'Expo 67, qui a eu lieu d'ailleurs à l'île Sainte-Hélène. Mais on va aller très vite. On parle ici un Québec qui vit une révolution que l'on appelle tranquille. Ouais. Quand on parle du fait qu'une révolution est d'office violente, mais celle-là, elle est tranquille. Ouais. Qu'est-ce qui vous a frappé? Bon, étiez-vous conscient tout d'abord qu'il y avait une révolution tranquille qui s'opérait au Québec? Bon, la révolution tranquille, il y avait d'abord la contre-culture aussi. Les deux en même temps. Alors, il fallait laisser tous les péchés de l'Église. Moi, que je ne connaissais pas, parce que je suis né dans un pays où il n'y a pas l'Église. Alors, il fallait se libérer du joug de l'Église. Alors, il y a eu cette révolution, et moi, j'étais là comme spectateur. Alors, on voulait casser tous les dogmes. Et révolution tranquille, et il n'y avait pas de violence tant que ça. D'accord, mais... je vais vous pousser très vite, on va m'excuser, nos téléspectateurs vont nous excuser, mais il y a tellement en fait d'éléments. Je parle ici, vous êtes étudiant ici, donc vous êtes quelque part un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui en fait s'arrête, quelqu'un qui en fait réfléchit. La transformation canadien-français au québécois, le concept québécois, canadien-français au québécois, vous l'avez vécu, comment? Bon, quand j'ai eu la bourse coupée, alors je me suis trouvé à travailler à la manufacture. Donc, tous les gars à la manufacture s'appelaient, on est Canadien-Français. Canadien-Français, Canadien-Français. Et les intellectuels commençaient à parler de Québec. Mais je ne savais pas c'est quoi Québec. Alors, à l'université, on en parlait de Québec. Mais quand j'allais à la manufacture, on avait des bons Canadiens français. À l'université, il y avait un conflit là. Alors, les gars de la construction, ils ne se sentaient pas québécois. Et quand il y avait une chanson, la Révolution française, québécois, Québécois, nous sommes... Alors, j'entendais cette chanson, oui. Je ne comprenais pas les mots. Alors, vous voyez, il y a eu... Ce n'était pas si facile que ça, hein? Parce qu'il y a eu le joual. Il faut parler joual maintenant. Sacré. Avec Offenbach. Hein? Pourquoi il faut sacré? Pourquoi il faut? Mais, une manière de s'affirmer, une manière de carrément s'affirmer, le rejet de la religion des églises. Ben, en tout cas, le mot sacré, quand tu disais tu sacrais, c'était un tabou. Mais d'un côté, on commençait à sacrer. Ça venait tranquillement. Dites-moi, vous en tant que, je reviens encore, vous en tant qu'étudiant africain, en fait, vous l'avez mentionné, vous avez connu jeune les indépendances africaines, vous avez vu vos parents, comme moi d'ailleurs, étaient très très bouillants, qui croyaient en cette indépendance, qui croyaient en ce grand changement. Vous êtes ici au Québec, étudiant, conscient, à l'université, vous le dites très bien, les universitaires parlent de plus en plus de Québec, québécois. À la manufacture, on parle du bon Canadien français, le bon travailleur, très honnête et qui croit en la religion encore dans ce temps-là, mais qui gagne sa vie très honnêtement. À l'université, on vous parle Québec. Pour vous, qu'est-ce que ça résonnait quelque part? Est-ce que c'était une manière nationaliste de retrouver ses racines et de les affirmer? Enfin, comment est-ce que vous voyez cela, lorsque vous entendiez Québec? Quand j'entendais Québec, moi j'étais content. Parce que je voyais des gens. Hein? Moi, j'avais la même lutte.
Je m'appelais, j'étais soudanais français. Ok, je suis né au Soudan français. On appelait le Mali soudanais français. Alors, on est venu avec le mot malien. Donc, c'était nouveau et je voyais des gens qui commencent à avoir une identité. Vous l'avez ressenti réellement? Est-ce que vous l'avez vraiment en fait ressenti à l'université? Oui, parce que, oui, parce que moi, je portais le col Mao quand j'étais jeune. Je voulais faire la révolution, le col Mao. Donc, quand j'ai vu des gens qui ont commencé à s'identifier, à avoir une identité, je ne suis pas contre parce que j'ai la même lutte. Mais on était indépendants, mais on n'avait jamais eu encore l'image du Malien. Le Malien était flou dans notre tête. Et même encore, des gens de mon âge se disent soudanais. Donc, ce n'est pas parti. Donc, moi, j'étais du côté des gens qui voulaient une identité à eux. Yaya Diallo, comme vous le savez, le temps à la télévision, j'aurais tellement voulu vous conserver, vous garder avec nous longtemps pour parler. Mais vous avez mentionné ici avoir vécu aux États-Unis. Je pense que vous avez passé quand même 15 ans ou 16 ans aux États-Unis. Oui. Oui. On va clore cette interview avec deux thèmes particulièrement. Premièrement, vous avez vécu, en fait, vous avez observé, comme nous tous, ce mouvement noir américain avant les élections, suite au en fait, décès. Beaucoup ont en fait allusion au racisme émergent aux États-Unis. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à cet élément-là. L'autre élément, je vais vous laisser commenter sur l'invasion même du Capitole américain suite aux dernières élections, disons, américaines. J'aimerais là aussi connaître vos commentaires. Allez-y. Bon, d'accord. Moi, j'avais travaillé à l'Est, c'est-à-dire New York et la Nouvelle-Angleterre. Alors, j'ai déménagé au Sud. Ça veut dire que le Sud, c'est le Ku Klux Klan. Les rednecks, il y a des white suprémacistes. Dans la ville de Louisville, il y a 27 groupes de haine. Donc, moi, j'ai vécu là-dedans. Et j'ai épousé une femme, ses parents viennent de Mississippi. Votre femme était noire ou blanche? Noire, Mississippi. Américaine. Okay? Bon. Américaine. Mississippi, là, mais vraiment, là. Et il y a toute cette zone du Sud. Alors, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Comme? Parce que le racisme. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que Concrètement. tout le monde utilise ce mot-là, racisme. Mais pour vous, concrètement? Concrètement, il y a des comtés, là. Concrètement, les Noirs ne peuvent même pas se promener. Le Noir ne peut pas se promener? Non, ils sont sur le couvre-feu, au comté de Mississippi. Mississippi County, allez là. Alors, quand on parle d'élection, et imaginez-vous qu'il y a des Noirs qui ne savent pas lire et écrire. Ils sont là. Et on parle d'élection, il y a des comtés où on demande même un permis de conduire pour pouvoir voter. Mais tu n'as pas de voiture, comment tu vas voter? Alors, il faut faire l'alphabétisation aussi, on te fait un texte. Donc, dire que moi, je suis américain, c'est très difficile pour ces gens-là. Mon beau-père ne sait pas lire ni écrire. Alors, je quitte des parents qui ne savent pas lire et écrire au Mali, puis je viens, je pris une femme, ses parents ne savent ni lire ni écrire. Et on dit, il y a l'égalité. Au Kentucky, tu ne vas pas te promener partout. Moi, j'ai eu peur parce que quand je voyais des blancs assis, je rentrais pour prendre une bière. Ma femme m'a dit non. Ici, c'est le Kentucky, c'est pas le. C'est tellement difficile pour les Noirs. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on voit, c'est parce qu'on a les médias qui montrent des choses aujourd'hui. Et on pense que les choses sont pires. Mais la réalité est plus pire que ça. Quand on voit les genoux sur quelqu'un qui meurt, bon, la personne est morte, c'est dommage. Mais chaque jour,
chaque jour, on arrêtait les gens comme ça. J'ai travaillé au YMCA avec les délinquants. Alors, avec la musique. Et chaque jour, on venait, on les attrapait. Les genoux, ce n'est pas nouveau. Et maintenant, on dit Donald Trump a amené le racisme. Non, il était là. Mais il a rendu les racistes confortables. OK? Sinon, il n'a rien inventé. Il n'a rien augmenté. Et le fait qu'Obama soit président, ça a empiré la situation. On dit, vous voyez, si vous laissez les nègres là, ils vont continuer. Moi, j'ai travaillé 10 ans à l'université. L'université Bellarmine, à Louisville, Kentucky. OK? À Bellarmine, on appelle l'université des républicains. Quand Obama a été élu, j'étais là. Il fallait voir les jeunes. Ah, man, je took a nigger, man. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. Mais j'ai dit. OK? Oh, man, je took a nigger, man. What can I do now? America, I don't feel I'm American anymore. You know what I'm saying? OK. J'ai écouté ça. Alors, j'ai demandé au noir. Qu'est-ce qu'Obama a fait? Ah, man, he can be a little for black. Il peut faire un peu plus que les noirs, hein, pour les noirs. Hein. Mais il était là. Alors, moi, j'étais entre les deux, je regardais. Moi, j'enseigne mes tambours, j'enseigne mes livres, puis je travaille avec les deux. Alors, c'est que ma musique, elle a été utilisée dans toutes les prisons fédérales des États-Unis. Alors, n'allez pas dans la prison fédérale parce que vous allez écouter du Yaya Diallo, même si vous n'aimez pas. Yaya Diallo, je vous dis merci infiniment. Merci vraiment de nous avoir accordé de votre temps. On termine l'interview. Nous avons d'autres invités qui viennent bientôt. Vous avez un ouvrage que vous venez de publier. Je parle de votre dernier ouvrage. Juste nous le préciser. On parle de quel titre ici? Peut-on voir cet ouvrage rapidement? Même si on pourra le montrer. Alors, l'ouvrage, donc, c'est Tolerance and Peace, Yaya Diallo. Voilà. Alors, merci infiniment, Yaya Diallo. Je vais vous souhaiter donc une très bonne fin de journée. Merci encore une fois. Merci. Portez-vous bien. Merci. OK, merci. Alors, voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour tout de suite.